Hey, j'espère que tu vas bien. Une vidéo qui m'a été extrêmement demandée, comment investir en bourse entre la stratégie dividende et la stratégie ETF. On verra donc le risque, la performance, ainsi que mon opinion sur le sujet. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu connaîtras l'entreprise dans laquelle j'investis en ne respectant aucun de mes conseils. Tout d'abord, dividende distribuant et capitalisant. On me dit de partout que cela revient au même, ou que comme ça, on n'a pas à vendre. On va voir directement pourquoi ce n'est pas le cas. Je vais d'abord essayer de te l'expliquer. Imagine, tu achètes chaque mois un S&P 500 pour 500 €, ce qui est une somme correcte, mais qui reste accessible pour une personne seule ayant de réels objectifs et projets. L'indice a environ 10% par an, et disons que le dividende est à 2%. Évidemment, il est compris dans les 10% de performance. Imaginons que tu retires de ta poche ces 2% chaque année. Pour une stratégie dividende au bout de 25 ans, ce qui n'est pas énorme, si c'est l'objectif pour une retraite anticipée. La somme investie au bout de 25 ans dans le cas des dividendes distribuants est de 457 000, dont 307 € de gains. Et dans le cas des dividendes capitalisants, c'est 621 000 € investis, dont 471 000 € de gains. Donc déjà, on voit que le gain dans le cas des ETF capitalisants est supérieur à l'argent placé, plus au gain de la situation des ETF distribuants. Mais surtout, le gain est 50% inférieur, car 50% de 300 000 fait environ 150 000. Maintenant, on va transposer ces chiffres avec de la fiscalité. On va donc réinvestir les dividendes tout en enlevant la flat tax, et on va compter des frais de transaction très faibles de 0,10. Car tous les courtiers ne sont pas gratuits. J'en profite pour faire ma pub sur une vidéo où je vous présente le courtier Trading 212. Je t'invite à aller la voir pour te faire un avis. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas. On ferme la parenthèse. En réinvestissant les dividendes sur CTO, mais avec la flat tax, on obtient 557 000 €. Donc là, on voit qu'on obtient un peu le juste milieu entre le fait de retirer les dividendes et le fait de les réinvestir, comme pour des actions. Sauf qu'en réalité, j'ai été clémente et j'ai avantagé la stratégie dividende pour une raison simple. On a imaginé 8% de croissance du titre par la valorisation et 2% de dividendes. Mais dans les stratégies dividendes, les dividendes sont croissants. Et généralement, sur 25 ans, on est très loin d'une augmentation du prix de 8%, hors quelques exceptions. Ce qui signifie que j'aurais dû mettre 6 à 7% de croissance par an et 3-4% de dividendes, ce qui aurait donc augmenté l'impact de la flat tax et donc baissé le gain au final. Par exemple, on dit croissance de 6% par an et dividende de 4%. J'étais obligée de te montrer tous ces cas par honnêteté, car dans le cas 1, retirer les 2% de dividendes dès le début n'était pas honnête, même si je connais plusieurs personnes qui font ça sur CTO. Et ça me fait rire car réinvestir simplement 200 € tous les mois, tout en retirant 20 ou 40 € de dividendes, c'est tellement triste pour les intérêts composés. Mes chiffres étaient pas parfaits, mais clairement un super indicateur pour se faire une idée. Et si tu hésites, j'ai 2 éléments précis qui montrent cela. Tu peux voir une image ici montrant l'impact des dividendes réinvestis. Tu peux voir qu'au final, sur 30 ans, cela double presque ton capital. Et ça pour une raison simple, en 2019 et en 2021, les indices ont fait plus de 30% et en 2020, plus de 8%. Tu imagines l'impact que ça a créé dans ton portefeuille? Si tu as laissé des dividendes s'investir depuis 20 ans, voire plus, imagine depuis 25 ans, tu as 2% qui se réinvestissent, ce qui augmente ton placement de plus de 50%. Ce qui est fou. Et en plus de ces 50% supplémentaires, tu as fait 33% en 2019, 8% en 2020, et 38% en 2021. Si tu avais eu un frottement fiscal chaque année avec dividendes distribués, ou même les frais d'ordre si tu étais via PEA, tu aurais forcément loupé une partie de ce gain. J'ajoute aussi la tentation de se servir dans ces dividendes mensuels qui sur des décennies ne doivent pas être nuls, sans parler de la déclaration annuelle entre l'existence du compte titre si c'était au étranger, ou de la déclaration des montants. Pour faire simple, si tu es via assurance vie ou PA converti en unité distribuante, au dernier moment, si tu te dis que vendre une part des ETF capitalisants est trop compliqué, même si c'est la meilleure option de manière factuelle, ça n'est pas une opinion, mais encaisser des dividendes avant la phase où tu profites des fruits de tes investissements est une énorme erreur.
Le fait d'avoir automatiquement réinvesti tes dividendes t'aurait permis d'avoir plus de 50% en plus de ton capital investi. Et donc, une fois converti en rente, d'avoir une rente 50% supérieure. Tu réalises? Pour 1500 € mensuels, une augmentation de 50%, c'est 2200 €. Sur 2000 €, ça permet d'avoir 3000 €. Et si tu investis depuis plus que 25 ans, ou même que tu vas investir pour tes futurs enfants, l'impact sera de plus en plus grand que la période où tu investis. Et si tu cumules ça à un gain d'impôt via PER, je pense sincèrement que la terre explose. Car oui, tu peux défiscaliser de tes impôts dès maintenant pour tes enfants, via un payeur qu'ils pourront eux-mêmes ouvrir avant leur retraite pour l'achat d'une résidence principale. Et se dire qu'en cas d'accident de la vie, ils auront aussi droit à ça est franchement motivant. Surtout si ça fait économiser des impôts chaque mois pendant des décennies. Le bonus est que ça donnera droit à un nouvel avantage fiscal en cas d'accident de la vie. Avantage que tu t'as deviné si tu as vu mes vidéos sur le PER. Maintenant, imagine que tu ne suis pas cette stratégie. Tu veux te construire une rente pour plus tard via CTO. Rajoute à cette énorme perte l'impact de l'inflation à 1 ou 2% en moyenne sur des décennies. Tu auras donc perdu 50% de gains avec les dividendes pas réinvestis. Et ou la flat tax. Et sur 25 ans, tu auras perdu autour de 50% de pouvoir d'achat réel à cause de l'inflation. Je me permets un petit rappel statistique. Au niveau américain, en 2012 et 2015, les performances moyennes des particuliers étaient autour des 3% selon de grosses études. En UE ou US, sur d'autres périodes, ça ne varie jamais beaucoup. Même récemment, quand les indices ont fait 15% pendant 10 ans, voire plus. Sachant que seules les personnes investissant via actions en direct étaient comptabilisées. Ce n'est pas une opinion, c'est statistique. Les stratégies ETF ont largement surperformé la très grosse majorité des stratégies dividendes. Pour les 2 à 4% qui ont battu les ETF, les risques étaient multipliés à un point vraiment élevé, avec des stratégies via 2 ou 3 actions. Ce qui démontre certes une grande maîtrise de soi, mais surtout un sur-risque subi. Sur 10 ans, c'est 2% des investisseurs en gestion libre qui battent les indices. Je voudrais donc vraiment mettre en avant, pour ces finances, il vaut mieux avoir au moins une partie en indice large sur le très long terme avec une stratégie dividende. Et prioriser les dividendes éligibles au PEA pour avoir le meilleur des deux mondes. Néanmoins, je suis un peu en manque de passion. J'ai une petite partie en actions, mais ce n'est que rarement pour le dividende. C'est plutôt pour quelques actions de quelques mois où je revends après lorsqu'elles étaient vraiment sous-valorisées. Pour montrer mon propos, ma vraie seule action dividende que je n'ai pas dans un PEA, c'est Reality Income, qui au vu de ses fondamentaux et à mon humble avis est sous-valorisé. Il ne faut vraiment pas analyser ce type d'entreprise comme les autres. Et si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée. Les actions à dividendes représentent un peu moins de 20% de mes investissements. J'ai bien conscience que la majorité des personnes qui s'intéressent à la bourse l'analysent comme le moyen de s'enrichir et rien n'est plus pertinent que les statistiques très long terme. Les dividendes peuvent vraiment changer votre vie et vous rapporter plus que tous les indices, si vous arrivez à dénicher les pépites de demain. Mais dans leur vie, chaque pépite est vouée à s'effondrer, même avant d'avoir atteint son plus haut. On peut vendre trop tôt, ne pas acheter assez tôt, prendre des risques vraiment élevés pour une infime chance de battre les indices, et encore pas à très long terme. Je pense vraiment qu'il faut trouver le meilleur ratio rendement-risque, sans parler du moment où on le fera faillite. Après, effectivement, les actions dividendes chutent bien moins pendant les baisses, mais je préfère acheter des indices de type Nasdaq, qui avait fait 18% par an sur 10 ans, qui chute de 35%, que des actions ne battant presque jamais ces indices sur des années. Si tu es chaud pour cumuler les deux avantages que l'on vient de voir, et que tu exploses cette barre de like, je te présenterai selon moi les meilleurs ETF distribuants, dont certains sont étrangement peu connus, alors que tellement rentables. Et pour basculer si vendre vous fait peur par impression de ne plus avoir d'actions ou d'ETF, je dis bien impression, n'hésitez pas à convertir vos ETF vers du distribuant de qualité. Via Assurance Vie ou PEA, vous avez un plafond de versement de 300 000 € avec avantage fiscal. Sachant qu'en Assurance Vie, on peut totalement monter au-dessus. Et on sera à la flat tax, mais que pour les retraits, pas pour les plus-values constatées. Donc n'hésite pas. On peut avoir en assurance vie 3 millions d'euros d'un S&P distribuant par exemple. Il existe des indices avec un taux à 2, à 3, voire 4%, qui avec leur fiscalité allégée vous feront vraiment du bien. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu veux bien plus de chiffres pour comparer les stratégies
croissance et dividendes, dis-le moi aussi, car je ne voulais pas trop en mettre. Mais si ça te plaît, je serais vraiment ravie de rentrer dans les études à ce sujet. À très vite!